Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester un objet que j'avais envie de vous montrer depuis longtemps. Et se procurer cet objet et le recevoir a été une certaine aventure, on pourrait dire, parce que c'est quelque chose qui dure depuis le mois de mars de cette année. Vous voyez, donc ça remonte quand même loin en arrière. Et alors je vais vous passer les détails de pourquoi j'ai reçu le produit dans deux versions différentes. Ça c'est un petit bonus sympa, on va dire. Une moindre compensation pour les difficultés que ça a été d'obtenir cet objet, mais pour faire simple, vous avez dû remarquer d'ailleurs que depuis le mois de mars, il y avait eu beaucoup de sponsorisation sur la chaîne, et parfois sur des vidéos qui étaient faites uniquement pour pouvoir y insérer la sponsor. Quand j'ai testé la table basse, je me doutais que ça allait intéresser relativement peu de monde, mais ça me permettait de faire une sponsor de plus. Cet argent me permet d'acheter des objets que aucun partenaire ne souhaite m'envoyer, mais que moi, j'ai envie de posséder d'une, parce que c'est quand même un petit peu le but qu'on achète un objet, et de deux, que j'ai envie de vous montrer sur la chaîne. Et le premier objet de cette série d'objets que j'achèterai comme ça, avec des fonds propres générés par les revenus de la chaîne, pour vous les montrer, c'est la Y2 Mini de chez Taito. Une mini borne d'arcade dans la lignée de la Neo Geo Mini, qui était elle-même née de l'engouement des gens pour les consoles mini de Nintendo, qui ont ensuite été imitées par Sega avec la mini Mega Drive, Sony avec la mini PlayStation, mais jamais vraiment égalées. Jusqu'à ce que Sega sorte un produit un petit peu plus premium, la mini Astro City, qui était plus chère, mais qui était beaucoup plus sophistiquée, et qui s'inspirait donc de la Neo Geo Mini, qui était la première mini-console à être en fait une mini-borne d'arcade. Chez Taito, ce qu'ils veulent, c'est clairement, vous dresser un historique de leurs jeux d'arcade, des tout premiers jusqu'au moment où ils ont un petit peu quitté le monde de l'arcade, même s'ils ne l'ont jamais vraiment quitté, mais voilà. Et puis, surtout de proposer, je pense, le produit le plus premium qui existe dans la catégorie des mini-consoles / mini-bornes d'arcade. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à le faire ? Quelles sont les différences entre les deux versions que j'ai reçues? C'est parti pour le test de la Y2 Mini de chez Taito. On y va. Voilà, donc pour les besoins du test, je vais faire le déboîtage de la version Jap de la console, mais je vais vous montrer à chaque fois les petites différences qu'il y a avec la version européenne, pas d'inquiétude. Déjà, la première chose que vous pouvez constater, c'est qu'ici on est sur un carton blanc, alors que la version européenne était sur un carton noir, qui était brillant, alors que là on est sur du mat, du brut de fonderie. En fait, cet emballage fait plus penser à ce que, je pense, une salle d'arcade recevait quand elle commandait une borne, quoi. C'est-à-dire un carton sans fioriture. Et moi, j'aime bien. Les deux contrées ont eu une approche différente de la présentation du produit, mais j'aime bien les deux. Donc évidemment, là, les inscriptions sont en japonais, puisque c'est le modèle prévu pour le marché japonais exclusivement normalement, hein. Donc le premier truc qu'on trouve dans la boîte, c'est la manette pour les jeux analogiques, parce que c'est le pack que j'ai commandé, c'est-à-dire la borne plus cette manette qui comporte 10 jeux supplémentaires qui sont offerts. Donc là, évidemment, vous voyez la boîte dans sa version Jap, avec des inscriptions japonaises à l'avant et à l'arrière. On peut voir aussi les logos des 10 jeux qui seront inclus sur cette petite carte SD à l'intérieur. Je vais faire l'unboxing de cette boîte-là. Mais je vous montre d'abord rapidement la version européenne. Alors là, c'est marrant parce que c'est l'inverse. C'est la version européenne qui a un carton mat, alors qu'ici, on est sur un carton brillant. C'est des petites différences comme ça. Bien sûr, les écritures ne sont plus en japonais. Elles sont en anglais. Et à l'arrière, la maquette est extrêmement différente. On a beaucoup plus de texte. Je pense que ce sont, vous savez, les avertissements sur l'épilepsie et toutes ces bêtises qu'il faut rajouter. Enfin, ces bêtises, c'est important, mais voilà, ça prend beaucoup de place. Sur la version Jap, on a plus de place pour montrer les photos des jeux et les choses comme ça. Mais ça va, c'est pas non plus dramatique. Mais après ça, hein, les manettes, elles, sont exactement les mêmes. Hein, vous pouvez voir sur la photo, les boutons sont de la même couleur et tout, il n'y a rien qui change. Donc voilà, c'est uniquement la borne qui change quand vous prenez telle ou telle version, et pas la manette qui sera fournie. Voilà, donc ça c'est le premier élément. On fera les unboxings de ce truc-là plus tard, quand on testera ces jeux-là. Donc ensuite, vous pouvez voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc ici, vous avez la borne, cette petite cale de carton. Et ici, vous avez le disque audio de bonus. Alors, je vais carrément essayer de sortir tout ce truc-là. Voilà, ce sera plus simple. Hop, donc vous avez un disque audio bonus. Voilà,
Donc, vous voyez, 35e anniversaire, machin. Une boîte façon DVD, alors que dans la version européenne, on a en fait, hop là, un boîtier cristal. Vous savez, type double disque. C'est le même contenu, mais dans des emballages différents. Et là, par contre, je préfère largement la version Jap dans un boîtier DVD. Je trouve que ça fait quand même plus classe. Mais il y a un truc en revanche qu'on a dans le packaging européen et qu'on n'a pas du tout dans le packaging Jap. Je pense qu'ils ont voulu mettre un petit bonus supplémentaire. C'est ce bouquin, le guide de stratégie Taito, où vous avez des indications sur les jeux qui sont dans la borne. C'est bien sûr en anglais, avec des petits cheat codes et des choses comme ça. Il y a des modes cachés dans certains jeux, des modes faciles ou des choses comme ça. Donc voilà, bah écoutez, vous avez tout ce qu'il faut pour bien pouvoir gérer les jeux. C'est dans un chouette bouquin avec la couverture rigide, très très joli. Il y a un petit feuillet qui est tombé, je sais pas ce que c'est. Ouais, je pense que c'est juste un petit leaflet pour vous expliquer un petit peu le contenu du bouquin, la table des matières, c'est pas mal. Et puis, on a aussi, et ça, c'est pas parce que vous avez une version collector, même si vous achetez la borne seule, à 200 €, vous aurez des marquis en carton à venir glisser en fait dans le marquis en plastique qui se clipse au-dessus de la console. Et il y en a, je pense, un pour chacun des jeux qui est inclus. Voilà. Et ensuite, on arrive directement à la borne en elle-même. Et voilà comment se présentent les deux cartons d'emballage des bornes. La version Jap à gauche dans un carton rose et la version Europe à droite dans sa version avec le carton bleu. Et encore une fois, les Japonais ont un carton brillant et les Européens un carton mat. Et cette couleur rose se retrouvera aussi sur la borne, vous verrez, tandis que la console européenne aura effectivement une dominance de couleur bleue. Voilà, et puis bien sûr, le texte est en japonais ici à gauche et en anglais ici à droite. Tabletop Game Center. C'est même marqué en allemand parce que la boîte qui importe ce produit en Europe et fait les traductions des emballages et tout est une boîte allemande. Voilà. Bon, écoutez, maintenant, on va regarder l'intérieur, c'est-à-dire les bornes de plus près. Donc, je vais faire le déboîtage de la version rose, histoire de rester cohérent avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est assez simple dans son approche, vous allez voir. Donc, on a d'abord un petit manuel avec des autocollants translucides. Vous pouvez voir derrière ici, même les sortir, je pense. Voilà. Les petits autocollants vinyle, je ne sais pas si on est supposé les coller sur la borne en elle-même pour la décorer ou si c'est juste un petit bonus comme ça. Moi, à mon avis, je pense que tout le monde, vu que c'est un objet de collection quand même, va les laisser soigneusement rangés dans le petit sachet plastique. On a un cordon HDMI, parce qu'on peut brancher cette console à la télévision, même si c'est un peu dommage. Le principal intérêt de ce truc-là, c'est d'y jouer en mode mini-borne d'arcade. Un connecteur d'alimentation qui est USB type C, et ça c'est vraiment très très cool parce que c'est la prise la plus couramment répandue, ça c'est bien. Ils ont épargné l'USB micro ou pire un connecteur propriétaire. Le marquis transparent dans lequel on viendra mettre les cartes que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, et qui va venir se clipser sur le dessus de la borne et de la lumière va traverser en fait cette couche de plastique. Voilà, donc faites attention de ne pas le rayer, ça, parce que ça a l'air assez fragile. Ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'un seul élément dans le carton, c'est bien sûr la borne en elle-même, qui n'est pas facile à extraire. On peut, j'imagine, le faire en appuyant là. C'est bien coincé, c'est bien, ce sera bien protégé pendant le transport. Hop. La voici dans toute sa gloire et dans son sachet plastique. C'est ça là. On va la regarder de plus près, c'est parti. La première surprise, c'est la taille du produit, qui est beaucoup plus gros que la Neo Geo Arcade Mini. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique et somptueux. Et alors, je vais vous mettre tout de suite la version Europe à côté. Et vous allez immédiatement voir la principale différence. Ce sont les boutons. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des boutons qui sont bleus, un bleu un petit peu violacé. Et ici,
les boutons sont roses. Également un rose un petit peu violacé d'ailleurs. Les petits boutons d'interface en revanche sont de la même couleur, ainsi que le décor, le marquis, tout ça est de la même couleur dominante rose, mais ce sont vraiment les boutons qui ont été modifiés. Sinon, à part ça, je ne vois pas de modif visuel quelconque. Sur les côtés, on a exactement la même chose, comme vous pouvez le voir. À l'arrière, exactement les mêmes connecteurs. Donc alors, on va faire un tour des connecteurs, justement. On a l'interrupteur on-off, 2 prises USB pour brancher les manettes additionnelles, la sortie HDMI, une sortie casque et donc l'alimentation. Mais vous aurez remarqué que dans l'emballage, il n'y a pas d'adaptateur secteur. Vous serez donc obligé d'avoir votre propre ali, mais attention, ce monstre consomme beaucoup. Je vous conseille d'avoir un transfo qui est capable de balancer au moins, on va dire pour être tranquille, je pense, une vingtaine de watts. Hein. Prenez un transfo Ugreen 30 watts pour être vraiment tranquille, c'est ce que moi je vais faire. Voilà. Et vous pourrez jouer en toute quiétude. Mais voilà, grosso modo, les seules différences visuelles entre les deux produits, c'est les boutons. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que Taito, évidemment, à l'époque, sa console Aigrette 2, la vraie, hein, qui était dans les salles d'arcade, c'était un meuble 2 joueurs. Et le joueur 1 avait justement des contrôles roses, et le joueur 2 des contrôles bleus. Donc quand on mettait les deux consoles côte à côte comme ça, si on pouvait fusionner la partie haute, on retrouverait presque les sensations de l'époque. C'est marrant. Voilà, donc après, la mise en marche du produit est assez simple. Hein. On la branche à une source d'alimentation. Ça y est, je l'ai déjà fait. Ensuite, on choisit une des cartes qu'on veut ici. Alors, il y en a plein. Hein. Il y en a beaucoup plus que de jeux qui sont fournis avec la borne. Donc, à vous de choisir. Vous voyez, là, il y a Rainbow Island, Wolffield, etc. On va essayer d'en prendre une un petit peu plus jolie. Celle-là est pas mal. Celle-là est super classe. Regardez-moi ça. Elle est belle, celle-là. Ray Force. Par exemple, si je veux mettre celle-là, hop. Il y en a Bubble Bobble aussi. Bon, il y en a plein. Hein. C'est vraiment après à vous de choisir celle qui vous intéressera le plus. On va prendre celle-ci. On la glisse dans le marquis comme ceci, je pense. Attendez, j'ai même pas repéré avant. Non, je pense que c'est par en haut. Voilà, c'est ça. Hop là. Donc il y a une petite encoche ici derrière pour pouvoir facilement la retirer ensuite. On vient clipser ça sur le haut de la borne comme ceci. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment comme une petite enseigne. Et il y a des LED hein, qui vont ensuite venir éclairer ce truc. Donc, eh bien, écoutez, on va faire un premier essai. Voilà, je vais essayer de dézoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir. On va mettre le truc sous tension. On va retirer le film écran. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais bien sûr filmer de plus près pour que vous puissiez voir l'écran. Donc, rapidement, présentation du produit. Hein. Il y a plusieurs petits modes intéressants avec ce truc-là. Oui, le marquis ici dans le haut, c'est clair. Hein, ça, c'est vraiment classe. Les petits haut-parleurs ici sont peut-être un petit peu faiblards. Forcément, ils sont petits à cause de la taille réduite de la borne. Peut-être qu'ils auraient pu en mettre des faux devant et des vrais sur les côtés plus puissants. Bon, ils ont peut-être voulu être fidèles au concept du produit. On va pas leur reprocher ça non plus. Mais alors, les deux grands éléments innovants de ce produit, évidemment, c'est la possibilité de brider le stick en tournant ce bouton ici seulement à 4 positions. Donc en fait, votre stick ne peut plus faire les diagonales quand vous faites ça. Seulement au bas gauche-droite. Bon, pas trop l'intérêt, moi je pense le laisser en permanence sur les 8 directions de base. Mais l'autre truc qui lui en revanche est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en pressant sur l'écran, sur les bords comme ceci, on peut ensuite le faire pivoter. Hop! Et l'interface se retrouve alors à la verticale, mais aussi les jeux. Et comme certains jeux ont un ratio vertical, eh ben ce sera forcément plus intéressant dans ce cas-là de pivoter votre écran. Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, même en plein milieu d'une partie. Vous pouvez faire pivoter votre écran et il n'y a aucun problème, ça sera pris en compte instantanément. Dès que vous aurez réenfoncé l'écran dans la borne, elle détectera dans quelle position il se trouve et fera apparaître les graphismes dans le bon sens automatiquement. Voilà, extrêmement simple. Alors après, un petit truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait absolument aucune indication de lettres ici, alors que sur l'écran, on nous dit appuyer sur D pour voir les favoris, E pour voir les réglages, etc.
Oui, d'accord, mais c'est lesquels, les boutons E et tout ça? Bah, ça, il faudra regarder à chaque fois dans la notice. Il faudra vous souvenir. Je crois que c'est A, B, C, D, E, F, mais je ne suis même pas sûr. On va voir, je vais essayer d'appuyer là pour voir si c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien le bouton F. Donc, c'est A, B, C, D, E, F. Bon, voilà, après, on s'en souviendra quand même, je pense, relativement facilement. Donc, ici, ça devrait être B. C'est ça. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on est prêt à jouer. Je vais zoomer sur l'écran et on va essayer de faire 2-3 jeux un petit peu pour voir comment ça tourne. Voilà, alors le premier truc qu'on remarquera, c'est que, bon, il y a une petite musique sympathique sur l'écran, et puis on peut voir une miniature de chaque jeu tournée en vidéo à gauche. Mais à part ça, le menu est quand même un petit peu austère. Hein. Je sais pas pourquoi ils font pas des trucs flashy et colorés comme avait fait Nintendo avec ses propres consoles. Ça me semblait pourtant être la meilleure chose à faire. Les jeux sont classés par ordre chronologique, c'est-à-dire de celui qui est sorti le plus en arrière jusqu'à celui qui est le plus récent. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet de faire une sorte d'historique des jeux. Et bon, il y a vraiment 40 jeux, hein, donc on est quand même pas mal niveau quantité. Après on va voir la qualité de l'émulation évidemment aussi. Mais bon, déjà comme ça pour commencer, ça me plaît bien. On va essayer le grand classique, Space Invaders en premier. Voilà, donc là on peut choisir dans quel slot on va sauvegarder. On voit un rapide résumé des contrôles, ça c'est une bonne idée. Bien sûr, vous pouvez changer la langue de la console, moi je l'ai mis en anglais parce que par défaut c'est en japonais. Donc là on est sur un jeu vertical, donc vous voyez, même une fois que le jeu a démarré, il n'y a pas de problème. Je tourne mon écran, je le remets et boum, j'ai mon jeu en vertical. Donc là on a la démo qui se lance. Alors, je ne sais pas quel bouton c'est pour mettre des crédits. Je crois que c'est le bouton bleu. Voilà, c'est ça. Et ce bouton-ci, c'est le bouton Start. Voilà, ça c'est pour revenir à l'accueil. Vous voyez, il y a 3 petits boutons en dessous, là. Hop, je baisse un peu la caméra. Donc ici, vous démarrez le jeu. Ici, vous mettez une pièce. Et ici, vous revenez au menu de la console. Ça, c'est pas des micro-switch. Tout le reste, c'en est. Hein. Le stick et les boutons, ce sont des micro-switch, des vrais boutons d'arcade, mais miniaturisés. Donc à ce niveau-là, c'est très cool. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils mettent des micro-switch sur les petits boutons aussi. Est-ce que c'était pas possible? Je ne sais pas. Donc là, évidemment, je suis mort parce que, bah, au lieu de jouer, je vous parle. Donc là, le jeu fonctionne. Alors, on a la version du jeu avec le fond tout noir, qui était, je crois, la version de chez Taito. Midway, ensuite, on avait sorti une version où il y avait un background de planète, il me semble, que c'était Midway qui avait fait ça et pas Taito. Donc voilà, soyez pas surpris de ne pas avoir le background planétaire. Si je ne dis pas de bêtises, il n'était pas présent chez Taito. Voilà. Et après, bon, bah, c'est Space Invaders. Hein, on aime ou on n'aime pas, mais bon, au moins, ça fonctionne. Hein. Donc on va revenir au menu. Chaque fois qu'on revient au menu, on peut choisir soit de revenir à sa partie, de sauvegarder, de charger une sauvegarde, de resetter le jeu, ou de revenir au menu. C'est ce que moi je vais faire. Hop. Il me dit, attention, vous n'avez pas sauvegardé. C'est pas grave. Et voilà, après, bah, on défile dans les jeux. Donc on va peut-être en faire un où l'écran se met à l'horizontale, histoire de pouvoir vous montrer les deux. Peut-être descendre dans les jeux un petit peu plus récents. On est dans le bas de la liste. Je ne vais pas vous montrer tous les jeux aujourd'hui, hein, c'est pas le but. Il y a plein d'autres youtubeurs qui vous ont déjà montré ça. Non, on va jouer à celui-là. Un jeu à la Bubble Bobble. Voilà, donc là, il y a 4 jeux qui servent, mais il y a 4 boutons pardon, qui servent, mais en fait, les deux du haut et les deux du bas font la même chose. Hein. C'est souvent redondant. À part les jeux de baston, je pense pas que beaucoup de jeux utilisent les 6 boutons, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est parti. Donc maintenant, je sais comment on fait pour mettre des pièces. Je remets mon écran à l'horizontale. Toc. C'est sûr que là, les graphismes sont déjà plus sophistiqués. Hein. À l'écran, c'est manifestement une dalle IPS. Hein. Elle a des bons angles de vue. Peut-être par contre que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus contrastée. Ils ont peut-être fait exprès pour retrouver les sensations des écrans CRT de l'époque. Mais bon, voilà, au prix qu'on paye, peut-être qu'on aurait aimé un écran plus péchu, voire carrément, pourquoi pas, un écran OLED. Hein. Practice ou story? Bon allez, on n'a pas peur, hein. On joue en story, nous.
Alors de base, il y avait un filtre d'adoucissement, mais moi je l'ai enlevé parce que voilà, je voulais retrouver les bons pixels d'antan. Regardez-moi ça, la taille de ces sprites. Il y a vraiment très peu, voire pas du tout d'input lag. Hein. Ça fait plaisir. Puis alors, évidemment, les contrôles arcade. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, je croyais que je contrôlais le bonhomme rose. Du coup, je suis mort bêtement. Ah, ça répond vraiment au quart de tour. Les boutons sont très agréables. Ils sont pas trop bruyants, ils sont très doux. Ok. Ouais, les jeux d'arcade de l'époque, hein, ils étaient presque infinissables. Le but, c'était de faire un high score. Et Taito a toujours été très bon dans ce genre de jeu-là. Hein. Bon. Je vais vous montrer quelques-uns des jeux auxquels moi, je jouais quand j'étais gamin dans les salles d'arcade, parfois. Et puis, on amènera une conclusion. Kicks. Typiquement le genre de jeu où vous n'aviez que 4 directions sur le stick quand vous jouiez. Donc, à la rigueur, si vous tenez à bloquer le stick dans 4 positions seulement, c'est un des jeux où ça serait pertinent. Bon, pas mal comme jeu, il faut juste remplir le niveau le plus possible sans se faire toucher par les ennemis, c'était un concept assez intéressant. Le seul petit truc, c'est que ça manque un peu de couleur, c'est un vieux jeu. Hein. Mais à l'époque, voilà, comme les graphismes étaient très basiques, eh ben, il fallait avoir des bons concepts, et c'est typiquement l'esprit de ce jeu-là, tout est dans le concept. Donc hop, vous voyez là j'ai colorié un morceau. On a un temps limite parce qu'après on se fait rattraper par une espèce de mèche. Et il y a des ennemis aussi sur le bord de l'écran. Concept simple mais efficace, il faut remplir au moins 75% de l'écran ici, j'en suis à 28. Voilà, c'est un jeu à high score, hein. Il n'y a pas de fin dans un jeu comme ça. Alors les shoots verticaux, là j'ai pris le premier sur lequel je suis tombé sur la liste, mais les jeux de shoots verticaux, moi j'adorais ça quand j'étais gamin parce que c'est typiquement le genre de jeu que tu peux frimer quand t'es allé loin, quoi, parce que c'est tellement dur. Si avec ta pauvre pièce t'avais réussi à aller loin dans le jeu, mais tu étais le king, quoi. Il y a même une intro, ce qui était assez rare hein, sur les jeux d'arcade de l'époque, parce que on voulait surtout que le joueur se magne de finir sa partie et libère la borne pour le joueur suivant. Voilà. Un joueur qui mettait une pièce et qui jouait longtemps, c'était pas rentable hein, pour les gérants des salles. Hein. C'est pour ça que les jeux étaient si durs et qu'ils étaient toujours en mode allez, vous avez 10 secondes pour remettre une pièce, dépêchez-vous. Mais vraiment là, avec l'écran vertical, l'expérience est vraiment géniale. Faut marteler le bouton. C'était souvent le cas à l'époque, parce que ces bons gros boutons, c'était satisfaisant de marteler dessus. Hein. Voilà, et là, en voulant aller choper le bonus, je me suis fait honteusement tuer. Rainbow Island, malheureusement, c'est la version extra. Quel dommage, et je ne crois pas qu'on puisse changer de version, malheureusement, c'est vraiment super dommage. On est obligé de se taper cette version-là, qui est pas mauvaise en soi, mais il n'y a pas la musique iconique que moi j'adore. Et puis les ennemis, au lieu d'être des petits ennemis mignons, c'est des ennemis plus badass. Est-ce qu'ils ont voulu faire une version plus mature? Du coup, on se tape cette musique que je trouve tellement moins classe que celle d'origine. C'est pas un mauvais jeu, mais voilà quoi, on aurait tellement préféré avoir... le vrai Rainbow Island de l'époque, avec la petite musique là, qui était inspirée bien sûr de Over the Rainbow, du magicien d'Oz. Là, la magie, bof. C'est une version qui plaira peut-être plus aux habitués de la licence qui veulent un challenge plus élevé, parce que clairement, c'est une version plus dure. Voilà, vous voyez, je viens encore de mourir. Non, franchement, ce jeu, il est très bien, mais on aurait tous préféré la version classique. Là, c'est une opportunité loupée. Bon, là, je triche un peu parce que The New Zealand Story, en vérité, moi, j'y jouais pas dans les salles d'arcade. Hein. C'est un jeu que je faisais sur l'Amiga de mon frangin, ou c'était le CPC ou l'Amiga? Non, c'était sur son Amiga 500. Donc, voilà, j'ai jamais fait ce jeu en arcade, mais j'imagine que c'est le même jeu. Oh, regardez, il y a une intro. Je crois qu'elle y était aussi, d'ailleurs, sur Amiga, mais peut-être pas aussi jolie que ça. Oh non, regardez, le morse, il a kidnappé les poussins. Je sais pas qui c'est qui a fait la mise en scène, mais putain, on comprend tout. C'est un petit jeu de plateforme qui est sympatoche. C'était assez rare, les jeux de plateforme en arcade. Hein. Parce que c'est pas tellement le genre de jeu
qui pousse le joueur à faire des parties courtes. Mais il est très sympa celui-là. Hein. Voilà, j'ai libéré mon pote. Et on passe au niveau suivant. Certainement un de mes jeux préférés sur cette borne. Hein. Franchement, il est très joli, il est très coloré, il répond très bien. Évidemment, les jeux plus anciens... J'aime bien Kix, hein. J'aime beaucoup rejouer à Kix, mais bon, c'est sûr que le niveau graphisme, ça pique un peu les yeux, quoi. Alors que ça, franchement, même encore aujourd'hui, ça passe. C'est dommage, c'est que les petits haut-parleurs, là, rendent le son un peu criard, je trouve. Ça aurait été quand même plus classe d'avoir des haut-parleurs plus balèzes. Hein. Allez, je termine cette petite sélection de jeux que je vous montre avec le jeu le plus récent, qui est un jeu de baston. Donc en plus, comme ça, on va utiliser tous les boutons. J'y comprends pas grand-chose, malheureusement, donc je vais mettre le premier choix. Voilà, donc tout ça, c'était des jeux qui rêvaient d'être Street Fighter, mais qui n'étaient pas Street Fighter, quoi. Et coincé entre Capcom et SNK, c'est vrai que les éditeurs comme Taito, ils avaient un petit peu de mal, quoi. En plus, vous voyez, comme vous êtes sur une borne, vous avez un temps limite pour choisir votre perso, donc voilà. Là, je me suis retrouvé avec un boxeur, mais pas forcément celui que j'aurais pris, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ok. Je ne absolument pas les coups, donc je vais me faire latter. Pas l'air d'y avoir de coups spéciaux, en tout cas, pas que je puisse connaître. C'est là que vous voyez le bouquin de stratégie de la version Europe, qui vous donnera tous les coups de ce jeu-là, sera un plus quand même sympatoche, quoi. Voilà, dans les couilles, c'est ce qui marche le mieux. Aïe. J'essaye plusieurs coups spéciaux classiques de ce genre de jeu, mais... Ah, voilà, j'en ai trouvé un quand même. Arrière et avant, plus coup de pied, là, ça fonctionne. Oh non, mais c'est de la triche, ça. Je sais pas comment faire, les super combos, moi. Allez, je voudrais au moins faire un KO, finir sur un KO, bordel. Allez. Il y a l'air d'y avoir des fatalities, mais je les connais pas non plus. Enfin voilà, ça passe bien, et les contrôles répondent très bien sur cette borne. Voilà, donc là j'ai mis la carte SD dans la console et comme vous pouvez le voir, on boot sur les 10 jeux qui sont préinstallés. Voilà, donc vous n'aurez pas la possibilité d'accéder aux 40 jeux intégrés dans la console, à moins d'éteindre la console, de retirer la carte SD et de la rallumer, ce qui est un petit peu contraignant. Je vais filmer un petit peu de loin, mais bon, je pense que vous avez déjà pu voir la qualité de l'émulation de la console. Maintenant, c'est surtout pour vous montrer la façon dont fonctionnent les contrôles avec ce genre de truc. Alors, encore une fois, hein, les jeux sont triés par date de sortie. Et pour certains d'entre eux, je dois dire que c'est un petit peu spécial, la méthode de contrôle, surtout avec le trackball. Je suis pas très fan, par contre, j'aime beaucoup le truc qui tourne. Alors, on va commencer avec un jeu comme ça. On va prendre Arkanoid. Donc, vous voyez que je peux contrôler le menu avec ça, mais les contrôles fonctionnent encore aussi sur la console. Il n'y a pas de problème. Donc, allons-y pour Arkanoid. J'ai pris le 2 parce qu'il est un petit peu plus joli graphiquement. Mettre une pièce. Hop. Donc après, voilà, je tourne comme ça. J'appuie sur le bouton pour lancer la boule. Et vous voyez, les contrôles sont vraiment super réactifs. Peut-être même presque trop. C'est un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude. Ça, c'était juste pour élargir la barre. Mais c'est vraiment cette méthode de contrôle analogique qu'on retrouve plus aujourd'hui, évidemment, hein, sur les consoles modernes, et qui rend vraiment l'expérience intéressante. Moi, je vous conseille vraiment, si vous achetez cette mini-borne, de prendre ce pad et les 10 jeux supplémentaires avec. Hein. C'est vraiment là que vous aurez la meilleure expérience et que vous pourrez le mieux appréhender, je pense, tout ce que ce produit a à offrir en termes d'expérience arcade, hein, vraiment. Allez, on va quand même essayer un jeu qui se joue avec le trackball. Dans celui-là, on contrôle un dragon, si j'ai bien compris. C'est un jeu horizontal. Je vais tourner mon écran. Des sous. Et c'est parti. Bon, j'y comprends rien, donc c'est parti. Allez, on veut jouer, nous. Oh, les graphismes sont vraiment chouettes, là, dites donc.
D'accord, ok. C'est particulier comme façon de jouer. On n'a pas l'habitude de jouer comme ça, mais ça change. Hein. Et il y avait plein de bornes d'arcade qui essayaient d'avoir des contrôles originaux déjà à l'époque. Alors pouvoir les retrouver à l'époque comme ça, ma foi c'est plutôt cool. Mais bon, il va falloir que je m'entraîne encore. Hein. Je suis pas un pro du contrôle au trackball. Surtout que là en plus on est limité la quantité de feu qu'on peut cracher. Vous voyez en bas de l'écran là c'est marqué. Il y a une flèche mais j'ai pas l'impression qu'elle m'indique la bonne direction. Ça doit être à la GTA, ça indique la bonne direction globale mais je vais m'emmerder pour trouver le bon chemin. Je pense que le jeu le plus connu qui se jouait au trackball, c'est Missile Command. Mais si je dis pas de bêtises, c'était un jeu Atari. En tout cas, c'était pas un jeu Taito. Donc c'est pour ça qu'évidemment, bah, il est pas sur cette borne-là. Hein, qui n'a que des jeux Taito. Oula. Boss. Oh putain. Bon. Eh ben c'est pas encore ça. Hein. Il me reste encore une vie. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce produit est certainement la meilleure expérience de console mini qui ait jamais existé à l'heure actuelle. 40 jeux, classés par ordre chronologique, ce qui est assez intelligent je trouve. Un bon moyen de voir un petit peu tout ce qu'a fait Taito ces 35 dernières années. C'est sympathique et franchement le produit en jette quoi. Il est absolument magnifique, la qualité de tout a été très soignée. Taito a fait un effort vraiment pour proposer l'expérience la plus premium et ultime possible. L'écran rotatif étant vraiment, je pense, le clou du spectacle. L'Astro City de Sega est disponible en version horizontale et verticale, mais il faut acheter 2 bécanes. Alors que là, avec une seule, vous appuyez, toc, vous pivotez. Ça, c'est vraiment, on s'en lasse pas. Hein. Même limite, juste faire tourner l'écran comme ça est déjà ultra satisfaisant en soi. Tiens, c'est pas mal comme ça, vous voyez les deux setups l'un à côté de l'autre. J'apprécie aussi le fait que la version européenne soit mappée avec les couleurs du joueur 2. C'est sympa, c'est un petit clin d'œil rigolo. Taito vraiment a fait un énorme effort sur la forme du produit. Sur le fond, je regrette que certains jeux soient pas forcément ceux qui me plaisent le plus. Par exemple, d'avoir mis le Rainbow Island Extra au lieu du Rainbow Island classique. Je trouve ça un peu couillon. On est supposé être sur des jeux iconiques. Mettez la version iconique du jeu, quoi, et pas la version qui est sortie après et que tout le monde trouvait inférieure, enfin, je pense. Bon, c'est des petites choses comme ça, mais c'est un petit peu dommage. Pas dramatique non plus. Mais voilà, au niveau des jeux, c'est le reproche que je ferai. L'émulation, elle est nickel. La manette supplémentaire, là, analogique, avec les boutons qui tournent, c'est vraiment un plus indispensable. Prenez-la avec, en plus, vous aurez 10 jeux de plus. Mais le problème, c'est que bah, ça fait grimper la facture à plus de 350 balles. C'est vachement cher. Alors pour vous donner quand même un ordre d'idée, parce qu'évidemment il y a des gens qui vont dire ouais la Neo Geo Mini par exemple était vachement moins chère. C'est vrai, mais regardez la Neo Geo Mini, hein, je vais vous la mettre ici, hop, je crois que c'est assez parlant pourquoi elle est beaucoup moins chère aussi. Hein. Ça n'a pas grand chose à voir en termes de taille. La Y2 Mini fait 3 fois plus de volume que la Neo Geo. Regardez si je les mets côte à côte comme ça, c'est encore plus flagrant. On peut faire tenir cette console-là à l'intérieur de l'autre sans aucun problème. Hein. Elle peut bouffer la Neo Geo Mini, la Y2. En plus, la Neo Geo Mini, il fallait coller soi-même son marquis autocollant, et puis après on ne pouvait plus l'enlever. Là, au moins, on a des marquis qui s'insèrent et qui se retirent facilement. Donc, ouais, non, incontestablement, Taito fournit l'expérience ultime à l'heure actuelle. Il y a des petits défauts, j'aurais aimé des haut-parleurs un petit peu plus gros, et puis ces boutons-là qui font peut-être un petit peu de cheap au niveau du bruit, ils auraient peut-être pu mettre des vrais micro-switch au lieu de mettre des switches tactiles qui font clic-clic. Mais c'est des petits détails qui sont pas des deal-breakers. Le plus gros deal-breaker pour moi de ce produit, c'est son prix. Malheureusement, même s'il est génial, il ne sera pas accessible à toutes les bourses. Et bien voilà, c'était le test de cette aigrette de Mini et le comparatif de ce qu'avait à vous offrir la version Jap et la version européenne du même produit. Attention, hein, j'ai pas mis le marquis sur la version européenne, mais il est bien sûr fourni, etc. et tout. Ça va de soi.
Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah, c'était tout simplement un super produit. Pour le peu que vous en ayez les moyens, parce que Taito s'est lâché sur le produit, mais forcément aussi sur son prix final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai d'autres comme ça qui seront financés par les revenus générés par la chaîne. D'ailleurs, dans quelques vidéos, vous aurez droit à nouveau à un autre objet que j'ai acheté en fonds propres. J'espère que cela vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!